Donc, on va démarrer la partie démo maintenant. L'idée, c'est de vous présenter dans un premier temps l'interface web, la nouvelle interface d'administration d'Esbase qu'on appelle Jet versus EAS, pour voir que globalement, on retrouve nos écrans, hein. C'est juste le temps de s'adapter et de retrouver ses chemins, mais cette interface Jet, elle reprend 99,9% des fonctionnalités que faisait EAS et elle en rajoute certaines qui n'étaient pas présentes dans EAS, mais potentiellement présents ailleurs. Dans un deuxième temps, on va regarder les fonctionnalités qui sont à destination des utilisateurs et dans un troisième temps, on va regarder, plus en détail l'interface Jet, les endroits où vont travailler les administrateurs dans leur quotidien, ainsi que la outline. Donc pour commencer sur cette interface Jet, première chose qui peut, heu, être une petite révolution, c'est qu'on a accès à une interface web donc qui remplace EAS. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de Java installé sur le poste, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de JNLP téléchargé sur son poste, donc beaucoup moins de problématiques de compatibilité entre le poste client et l'outil d'administration SBAS puisque là on est sur du web. EAS n'a pas complètement disparu, Oracle met encore à disposition un EAS Lite, mais on préconisera auprès de nos clients de plutôt passer sur cette nouvelle interface d'administration puisque c'est elle qui va évoluer là où EAS Lite est à disposition des administrateurs qui ne voulaient pas franchir le pas pour l'instant. C'est le premier point. Le deuxième point, on peut encore utiliser un petit peu EAS Lite, mais c'est exclusif en termes d'administration de cube. C'est-à-dire que si vous commencez à modifier et à administrer un cube via EAS Lite, il ne sera pas modifiable via Jet et inversement. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas administrer un cube dans les 2 consoles d'administration. Donc, on va se connecter à cette interface web. Ici, vous avez donc votre liste d'applications. On verra un petit peu plus tard, les différents onglets, là où on va regarder rapidement la comparaison entre, la cette interface Jet et la console d'administration. Donc dans vos applications, vous allez retrouver potentiellement votre ou vos cubes et tout va se passer ici à droite. Si vous faites inspect au niveau d'une application, vous allez rentrer dans les propriétés de l'application. Petit exemple pour vous montrer qu'on retrouve les mêmes éléments. Au niveau de mon application, je vais dans, par exemple, mes settings de sécurité, par exemple, pour permettre aux utilisateurs de se connecter à l'application ou non. J'ai ici une interface EAS et ben, on va retrouver au même endroit, dans les propriétés de l'application, les mêmes informations. Si on va sur les, heu, pas les statistiques, pas les dimensions, pas les caches. En fait, c'est ici, my bad. C'est au niveau des propriétés de l'application. C'est ici qu'on retrouvera donc au niveau de la sécurité, les holoconnex, update security. Tout à l'heure, j'étais dans le cube et de la même façon, donc si je reviens au niveau du cube, que je vais sur la partie démo, que je fais inspect, donc là, je suis au niveau bien de mon cube. Si je vais dans les statistiques de cube, je retrouve le nombre de, blocs existants, la taille de blocs, toutes ces informations-là qu'on va retrouver également dans ES, donc dans l'écran précédent que j'avais, qui sont ici. Donc, c'est juste une affaire d'adaptation, cette nouvelle interface web. L'idée, c'est de retrouver son chemin, mais globalement, c'est bien construit, hein. C'est vraiment, cette partie-là, application, c'est là où on va retrouver les différents éléments qui nous intéressent et c'est là aussi où l'administrateur va travailler le plus souvent. Petit point aussi différent dans cette version SBase 21C, c'est que dans EAS, on pouvait voir, les clusters et transférer des informations, des objets entre les différents cubes SBase de façon relativement simple. Dans cette SBase 21C, la notion de cluster, elle est beaucoup plus masquée, voire inexistante et le transfert se fait de façon différente, si on a des objets à transférer entre différentes applications. On va maintenant voir la partie, Cube Designer. Donc l'idée du Cube Designer, c'est de pouvoir cette partie-là, c'est plutôt à destination d'un super utilisateur SBase, donc ou d'un administrateur qui voudrait pouvoir faire de l'administration d'SBase dans Excel. L'idée, c'est que
Là, les fonctionnalités qu'on va retrouver ici dans cette interface web, on les a également à disposition dans Excel. Et donc si c'est aussi pour, un choix d'Oracle, je pense, de déporter l'administration des cubes vers Excel, ce qui est, l'outil principal des contrôleurs de gestion et donc celui qu'ils maîtrisent le mieux et dans lequel ils seront plus à l'aise. Donc ça peut être une tentative de donner la main sur la partie administration des cubes à des super utilisateurs qui connaîtraient bien Essbase. Comment ça marche? Donc au niveau d'un cube, vous avez ici dans les actions la possibilité d'exporter vers Excel. Donc l'export Excel, on va vous ouvrir cet écran. Vous retrouvez les options que les administrateurs Essbase connaissent bien en termes de structure, c'est-à-dire est-ce qu'il va vous présenter les informations de structure sous la forme parent-enfant ou sous la forme de génération? On va prendre parent-enfant. Vous pouvez exporter les données si votre cube n'est pas trop gros, c'est-à-dire que si c'est quelques mégas, ça ne devrait pas poser de souci. Par contre, si vous avez plusieurs gigas, là, ça va prendre du temps et potentiellement, des risques d'erreur. Vous pouvez exporter les scripts de calcul si vous le souhaitez, donc ils seront modifiables également dans cette interface, Excel et vous pouvez exporter, c'est une nouveauté, les ID de membres. Ce ne sont pas les codes de membres, c'est des ID qui auparavant nous étaient masqués et qu'on pourrait exporter. Je vais pas faire l'export des membres, des ID de membres, parce que parfois ça peut causer des petits soucis entre les si vous cherchez à supprimer et créer des membres en même temps, selon l'ordre dans lesquels les actions se passent, potentiellement vous avez des ID qui vont être essayés d'être utilisés alors que c'est trop tôt, que l'ID n'a pas encore été libéré. Bref, c'est à voir dans l'utilisation, mais ça peut poser des difficultés. Donc là, je vais me contenter de ne pas cocher d'option, faire OK et du coup, il va m'exporter un fichier Excel que je vais pouvoir aller ouvrir pour vous montrer le Cube Designer. Donc le Cube Designer, en fait, c'est ce nouvel onglet-là qui est à côté de SmartView. C'est un add-on supplémentaire dans Excel. Donc vous avez toujours l'add-on SmartView classique et c'est une extension supplémentaire qu'on peut installer dans Excel qui s'appelle Cube Designer et qui est dédiée donc à l'administration d'un cube dans Excel. On peut faire pas mal de fonctionnalités, voire, je pense qu'en termes d'administration, c'est très, très complet, les possibilités qu'on a avec ce Cube Designer et toutes les propriétés qui sont dans ce fichier Excel peuvent être modifiées et réinjectées dans un nouveau cube ou dans un cube existant pour le faire évoluer. Donc ça a vraiment une importance, puisque par exemple ici, si je m'amusais à changer le nom de l'application, à changer le nom du cube et que ce nom d'application ou ce nom de cube n'existe pas déjà sur mon serveur Essbase, et ben, ça veut dire que je vais commencer à créer un nouveau cube. En dessous, vous retrouvez les propriétés de dimension ASO, donc les classiques. Vous pouvez définir ce qui va être dense, ce qui va être sparse. En général, c'est des choses qu'on définit au moment de la construction du cube et sur lequel on ne reviendra pas. Au niveau des cube settings, vous avez les propriétés d'outline. Pareil, c'est des choses qui sont cachées, qu'on n'irait pas modifier, mais il y a des éléments qui sont intéressants. Vous retrouvez les variables de substitution de votre cube base que vous pourriez modifier. Et vous retrouvez également des de configuration sur l'application. Ça, c'est un petit changement par rapport à ce qu'on a l'habitude dans Essbase, c'est que toute une partie de la configuration qui était dans le Essbase CFG est maintenant déportée au niveau de l'application. Donc on peut définir assez finement par application des propriétés de configuration. Le SBAS CFG existe toujours. La différence, c'est que le SBAS CFG n'est plus visible dans cette interface JET, donc on ne peut pas aller le modifier ou même le voir dans l'interface JET. Par contre, les propriétés d'application, on peut aller les modifier dans l'interface JET. Et le SBAS CFG, du coup, si on a besoin de le modifier, il faut avoir un accès physique au serveur, aller chercher le fichier et l'éditer. Et ensuite, on retrouve nos dimensions, donc sous forme de parent-enfant. Donc vous avez ici une première colonne avec le parent, une deuxième colonne avec l'enfant. Les éléments qui peuvent être, nécessaires à la configuration d'un membre, donc tout ce qui est stockage, propriété de consolidation. Donc si l'information n'est pas précisée, c'est que ce sont les éléments par défaut. Donc là, ça veut dire qu'on est sur de la propriété, de somme pour s'agréger sur ses parents. Sur ces éléments-là, on est sur du stocké, le X pour du dynamic calc, par exemple. Vous retrouvez vos tables d'alias et les différentes informations qui pourraient être nécessaires au chargement de structure. L'inconvénient de cet élément-là, c'est qu'en termes de représentation hiérarchique, on a un peu de mal, mais on a quand même ce bouton là-haut, le Hierarchy Viewer, qui vous donne cette représentation.
C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas aller dans le hierarchy viewer, créer des nouveaux membres, renommer quelques éléments, mais par contre, si vous double-cliquez sur un élément, il vous montre la ligne correspondante et ensuite, bah, c'est du Excel, hein, on pourra aller modifier une valeur en parent, en enfant et recharger. C'est ce qu'on va faire justement. Donc par exemple, sur la dimension produit, hop, ici, imaginons que j'ai, déjà une position qui concerne, la partie, formation et je veux créer un nouveau membre qui va être dédié à la formation en ligne. Donc dans ce cas-là, je vais faire un copier et comme dans Excel, en fait, je vais aller créer un membre supplémentaire. Je vais lui donner un code unique. Là, on est dans les règles S-base. Par exemple, je vais l'appeler training et learning, qui sera aussi sous le parent qui s'appelle business. On va lui donner un alias unique et voilà. Donc là, on prépare la création d'un nouveau membre, training et learning, avec un alias formation e learning. Ce qui est important, c'est que vous avez également des propriétés ici, notamment le incremental merge. Donc on est en merge par défaut, c'est-à-dire qu'on est en ajout et remplace, ce qui veut dire que si vous supprimez des lignes de votre fichier Excel et que vous rechargez votre cube, la structure de votre cube, le membre associé qui a été supprimé de votre fichier Excel ne sera pas supprimé du cube. Donc ça permet d'éviter les problèmes. Toutefois, si vous voulez voir toutes les différentes options possibles, on va utiliser ce qui s'appelle le designer panel ici. Hop, on a 2 onglets en fait, 2 petits boutons même plutôt. Ce bouton-là pour aller remplir les informations à partir de notre fichier Excel et inversement, si on fait des modifications dans ce designer panel, qu'on clique sur le bouton de gauche, il va aller mettre à jour la feuille correspondante. Donc je vais déjà faire ça. Je vais aller sur mon axe produit, plutôt ici, et vous voyez, en incremental mode, je retrouve mes options. Donc 2 options qui sont connues, qui sont héritées, des S-Base qu'on a l'habitude. Le merge pour l'ajout et remplace, le remove unspecified qui fait en sorte de coller vraiment à la structure de votre, feuille. Donc ça veut dire que si vous avez des membres qui sont dans votre fichier dans votre cube base mais qui ne sont pas dans votre feuille Excel, ils seront supprimés, si on charge en remove unspecified. Et le reset dimension qui est une nouvelle possibilité de, chargement dans SBase 21C. Alors, elle a plusieurs intérêts, mais le premier évident, c'est que quand on fait en reset dimension, on charge en suivant l'ordre de notre fichier Excel. Donc là où avant, quand vous créez un nouveau membre, il apparaissait en dernier enfant de son parent, ici, il va vraiment suivre l'ordre de la structure de votre fichier Excel. Donc il va apparaître exactement à l'endroit où vous l'aurez inséré. Voilà. Donc, pour revenir sur notre création de membre, j'ai créé mon membre ici. Je ne l'ai pas encore créé dans le cube. Pour créer dans le cube, ce qu'on va faire, c'est un build cube. Donc, on clique ici. On vous demande les options classiques. Est-ce que vous voulez conserver les données de votre cube? Oui. Je fais Run. Alors, on pourrait se considérer qu'il ne se passe rien, mais vous voyez en bas à gauche qu'il y a le job 228 running. On peut également le retrouver ici dans l'interface Jet dans les jobs. Donc, vous allez voir ici, tout là-haut, on a un job qui est en cours de traitement. Et si je rafraîchis, voilà, globalement, il s'est terminé, il est en vert, donc tout s'est bien déroulé. Si je reviens sur mon fichier Excel, j'ai cet écran qui me demande également si je veux voir le statut, le résultat de ce traitement. Je peux faire oui, bien sûr. Vous avez à gauche l'information que c'est un succès. Donc vraiment, on pourrait faire toute cette partie gestion de structure dans ce cube Excel sans avoir besoin d'aller utiliser l'interface JET. Et on a d'autres fonctionnalités. Donc vous avez l'éditeur de calcul qui marche aussi bien sur des scripts que vous auriez exportés dans le fichier Excel ou sur une formule de membre. Par exemple ici, hop, je me mets au niveau d'une formule de membre. Je ne vais pas aller l'éditer en direct, je peux utiliser le formula editor. Et là, alors, ce qui nous manque en léger détail, c'est la coloration syntaxique, mais par contre, on peut toujours aller valider, on peut aller piocher des membres pour les mettre dans notre formule. Toutes ces choses-là sont disponibles. En d'autres options qu'on a, on a le chargement de données. Donc en fait, il va vous demander vos règles de chargement de structure ou de données, enfin plutôt même chargement de données. Vos règles de chargement de données, il va vous demander un fichier plat, vous allez pouvoir charger. Vous pouvez lancer un calcul depuis cette interface, vous pouvez lancer une analyse ad hoc depuis cette interface, même si bon, du coup ça revient à utiliser SmartView, vous pouvez voir les jobs, et vous avez quelques options supplémentaires, mais globalement c'est quand même très complet.
on peut faire une bonne partie de l'administration via ce fichier Excel. Donc c'est vraiment une possibilité donnée, de donner la main soit à des administrateurs Essbase qui préfèrent travailler dans Excel, soit à des super utilisateurs plutôt, profil métier qui connaissent bien Essbase et qui, également préfèrent travailler dans Excel. Voilà pour le Cube Designer. Deuxième partie qui s'oriente plutôt utilisateur, c'est ce qu'on appelle les sandbox. Donc c'est une simulation, mais je pense que le mot le plus exact, c'est un environnement de travail privé. Alors comment ça fonctionne? En fait, les sandbox sont créés, sont activés au niveau d'un cube. Donc ici, si je reviens dans mon application de démo, j'ai créé un cube sandbox ici, de démo. Dans cet onglet général, on va avoir l'information de j'ai demandé la création de 10 scénarios. Donc, c'est une option qui est activée, mais qui ne peut pas être désactivée. Donc, il faut bien faire attention quand on active les sandbox sur un cube. Et quand on va activer les sandbox sur un cube, il va vous demander le nombre de sandbox qu'on va créer. Donc, dans cet exemple-là, j'en ai créé 10. J'ai fait le retrieve 6 juin. Ici, c'est cet axe-là qui représente les sandbox, donc ma colonne B. Vous avez une position de base qui est en fait la vérité, c'est vraiment votre scénario en cours de construction potentiellement. Et tout ce qui est SB0, 1, 2, 3, ce sont des environnements de travail privés. Donc, un utilisateur va potentiellement s'associer avec une de ces sandbox. C'est des éléments qui sont assez complets, puisqu'une sandbox, on peut lui donner un workflow, on peut mettre plusieurs personnes qui vont avoir un rôle pour saisir, un rôle pour revoir l'information. Et l'idée, c'est de, voilà, de faire des tests sur la sandbox sans forcément toucher à la version de base. Comment ça marche? Donc, par exemple, je modifie une valeur dans mon environnement, dans ma valeur, ma position de base. Quand je vais soumettre, toutes mes sandbox sont alignées parce que je n'ai pas encore fait de modification. Là, imaginons, je suis un utilisateur, je veux utiliser ma sandbox 0 pour faire des tests. Je suis plutôt pessimiste. Pour moi, les sales, on est plutôt à 1000. Je soumets et forcément ma valeur est conservée. Je profite des capacités d'un cube BSO hybride pour faire en sorte, ici vous avez mon agrégat, qu'il se mette à jour automatiquement. Donc j'ai paramétré mes axes sparse pour qu'ils soient en agrégation dynamique, comme le ferait un cube ASO. Donc je profite de mes capacités d'hybride sur cet axe. Et ici, j'ai modifié ma valeur. Imaginons que la version de base continue à évoluer, on passe à 1400, et c'est là où la sandbox devient intéressante. Voilà, je suis passé à 1400, et pourtant ma sandbox 0 a conservé sa valeur de 1000. On aurait pu faire ça nous-mêmes, donc avec des administrateurs. On aurait pu créer un axe qui aurait une position de base, des positions de sandbox. On aurait pu créer des calculs qui faisaient des copies entre la base et les sandbox. On aurait pu faire toutes ces choses-là, on aurait pu les faire soi-même. Mais là où il y a quand même un intérêt à utiliser ces sandbox de façon native gérée par Essbase, c'est que la valeur qui est stockée dans Essbase, ce n'est pas l'ensemble de la SB0, c'est uniquement le changement que j'ai opéré. Donc là, ma sandbox 0 ne contient que cette valeur de 1000. Je peux le voir également ici si je reviens dans ma console Jet. Je vais ici, je fais Show Changes et je vais voir apparaître donc l'ensemble de mon point de vue et quelle est la valeur de base, quelle est la valeur que j'ai modifiée. Donc là, ça nous permet quand même d'optimiser la taille de la base, là où ce qu'un administrateur aurait fait en développement, il aurait dû copier les données, ça aurait généré beaucoup plus de volume dans la base. Et c'est aller très loin, et Oracle est allé très loin sur cette fonctionnalité, puisque, comme je disais, il y a un workflow, il y a aussi la possibilité de calculer de façon spécifique les sandbox. Donc on peut faire un fixe sur une sandbox et mettre un calcul en place bien spécifique. Ils ont même rajouté un nouveau mot-clé, donc le dièse revert, qui vous permet de revenir en arrière. Donc là, j'ai fait mes tentatives. Finalement, je préfère revenir à ma version de base. Je soumets, je reviens à mes 1400. Et donc là, je suis revenu dans le process classique. Si la version de base évolue, eh bien, ma sandbox évolue également. Finalement, je me dis que cette version à 1000, c'est celle qui m'intéresse le plus. Voilà.
on arrive à le dernier point d'intérêt de cette sandbox. Donc, je montre ça à mes collègues et tout le monde se met d'accord que c'est la SB0 qui est la version qu'on veut proposer, qu'on veut confirmer et qui va remplacer notre version de base. Et ben, c'est fait pour. Donc ici, si on revient dans l'axe scénario qu'on demande d'appliquer, on peut laisser un commentaire. Quand je vais faire OK, eh bien, ma sandbox va être appliquée sur ma version de base. Donc il va prendre les modifications que j'ai fait dans ma sandbox et les appliquer à la base, comme vous le voyez ici. Voilà, donc c'est intéressant d'un point de vue utilisateur pour leur donner la main sur des zones de travail privées sur lesquelles ils peuvent faire des tests sans avoir forcément modifié la version de base. Et à la fin, quand tout le monde est d'accord avec une version de travail privée, eh ben, on peut l'appliquer pour que ça devienne la nouvelle vérité globalement du cube sur la version de base. Voilà pour les deux fonctionnalités utilisateurs que je voulais montrer, donc l'administration des cubes base via Excel et ces sandbox. Je vais revenir maintenant sur la partie plus administration des cubes. Donc sur cette interface, ça va être vraiment là où vont travailler nos administrateurs SBase dans leur quotidien. Au niveau de l'application, donc on va retrouver quelques éléments. Première chose intéressante, les fichiers. Alors là, les fichiers, en fait, c'est un raccourci vers l'obsolescence applicative du serveur. Donc là, je suis au niveau de l'application et me montre le dossier d'application de notre application sur ce serveur. Si je vais dans démo, je vais pouvoir retrouver eh bien, mes fichiers de script de calcul, mes fichiers de règles de chargement, tout ce qui ne craint pas en fait est disponible. Donc c'est-à-dire que les fichiers d'outline, les fichiers de données ne sont pas visibles via cette interface JET. Donc on risque pas de les endommager ou de créer des problèmes, on n'y a pas accès. Par contre, tous les objets applicatifs sont disponibles. Et là où ça est très intéressant, c'est que nos scripts qui exportent des données, eh ben, les données qui sont générées, les fichiers texte, vont être générés dans cette arborescence que je vais pouvoir accéder via l'interface. Donc ça veut dire que quand je fais un export de fichier, je n'ai plus besoin d'avoir un accès physique au serveur, je peux le récupérer depuis Jet. Donc, quand on voit ici les options, je peux télécharger mon fichier texte, le renommer, le copier, le supprimer. Je peux même charger des fichiers sur mon serveur dans cette application, dans cet espace applicatif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que l'accès au serveur physique devient de moins en moins nécessaire avec la possibilité de récupérer le fichier texte qui est généré ici. Les sources, on y reviendra plus tard. La configuration, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a déporté au niveau de l'application les propriétés qu'on avait avant dans le SBase CFG. Bon, le data cachetage et l'index cachetage étaient déjà définis au niveau des cubes, mais on peut avoir plein d'autres options issues du SBase CFG, comme on peut voir ici. Les permissions, donc c'est pour les droits d'accès au cube. Les variables pour les variables qui sont liées à l'application, mais pas au cube en dessous. Donc c'est vraiment des variables qui sont disponibles pour tous les cubes qui sont dans cette application. Les settings qu'on a vu un peu tout à l'heure, les statistiques, et enfin les logs pour voir les fichiers de log. Tout ce qu'on retrouve en fait dans ES, hein, comme je le disais tout à l'heure, les propriétés qu'on a dans ES, à 99,9%, on va les trouver dans nos cubes base. Si je vais au niveau du cube que je fais inspect, c'est là où également ça va devenir intéressant. Bon, les dimensions, c'est juste pour nommer les noms des générations, des levels, c'est pas très très utile. Par contre, dans les fichiers, on retrouve l'accès à notre arborescence. C'est la même chose que l'application, sauf que tout à l'heure dans l'application, j'étais dans le dossier application, je pouvais aller ensuite dans les dossiers des cubes. Là, j'arrive directement dans le dossier de mon cube. Les scripts, donc c'est là qu'on va aller modifier nos scripts. Je vous en ouvre un pour présentation. Donc là, on retrouve notre coloration syntaxique, on retrouve les options qu'on avait l'habitude. Je peux exécuter, je peux valider, on retrouve toutes nos options et le petit plus que les administrateurs SBase ont toujours rêvé d'avoir, si je fais une sélection et que je fais une tabulation, c'est l'ensemble qui est tabulé. Donc vraiment, je suis revenu un peu trop en arrière, mais on peut tout faire d'un seul coup. On peut rattacher les groupes pour leur donner des droits sur des scripts de calcul. Donc c'est ici qu'on va aller éditer un script de calcul, qu'on va aller l'exécuter. On a les drill through report. Donc l'idée du drill through report, qui n'était pas disponible dans EAS, c'est la possibilité, depuis une cellule de mon cube SBase, d'aller interroger un système source
alors logiquement un système source qui a alimenté notre cube, mais on imagine un système très détaillé, opérationnel qui nous alimenterait notre cube S-base et lors du chargement, bah, on agrège les lignes sur des croisements spécifiques. On va aller voir le croisement dans notre cube S-base. On utilise la possibilité du drill through. On va voir toutes les lignes qui ont été utilisées pour construire le chiffre que j'ai devant moi dans ma cellule S-base. C'est ça le drill through. Donc c'est configurable ici. Une option qui n'était pas présente dans AWS et qui est maintenant disponible. Et c'est très simple pour l'avoir fait plusieurs fois, des mots et autres. On retrouve nos Maxel. Alors là, c'est le petit point qui nous embête un petit peu. Malheureusement, sur le Maxel, on peut stocker et créer des scripts de Maxel, mais on ne peut pas les exécuter. Vraiment, on a perdu l'exécution des scripts Maxel dans notre interface JET. Alors, c'est probablement pour la sécurité, puisque via le Maxel, on pouvait exécuter divers éléments qui pouvaient compromettre notre environnement. On avait vraiment des droits étendus en Maxel, et donc c'est une faille de sécurité potentielle qui est bloquée en faisant ça. Mais d'un point de vue administrateur, on a effectivement perdu cette possibilité de lancer du Maxel depuis l'interface JET. Néanmoins, on peut toujours télécharger un client Maxel sur son poste ou utiliser le client Maxel sur le serveur pour faire nos exécutions. On a du MDX, donc le MDX pour faire du requêtage de données, c'est l'équivalent du SQL mais sur les cubes OLAP. On a nos report scripts qu'on connaît déjà. Donc sur les report scripts, le petit élément un peu triste, on a perdu la coloration syntaxique et la possibilité de valider. Un peu étrange, mais on peut toujours l'exécuter. Et donc voilà, pas de différence très lourde, juste la coloration syntaxique et la possibilité de valider qui ne sont plus là. Et sur les rules, donc là on retrouve la construction qu'on connaît de rules. On en a quand même maintenant une séparation très nette entre les rules de chargement de données et des rules de rechargement de structure. Donc la première, chargement de données, les deux suivantes, chargement de structure. Le regular, c'est le chargement de structure historique. L'index-based, c'est une nouvelle possibilité de chargement de structure, mais fondamentalement qui est la même que l'historique, mais qui permet un peu plus de latitude, notamment par exemple, on peut ordonner les colonnes dans l'ordre qu'on le souhaite, là où en historique, on avait quand même un ordre spécifique parfois de colonnes à adopter, notamment par exemple les parents, colonne de parents qui arrivent avant la colonne d'enfants. Et voilà, c'est des petits changements, mais surtout, on a maintenant une démarcation très claire entre chargement de données et chargement de structure. Les filtres n'ont pas changé, on retrouve les mêmes possibilités, donc un filtre qui est en on, read, write, meta-read, et la même façon de configurer un filtre. Dans les rôles, on associe un groupe à un filtre. Alors il faut savoir que on peut maintenant associer un filtre oui, un filtre à plusieurs groupes, ça forcément, mais on peut associer un groupe à plusieurs filtres, ce qui n'était pas possible avant. C'est pas forcément une très bonne idée d'associer un filtre à plusieurs groupes, mais néanmoins maintenant c'est possible. On retrouve les variables cette fois-ci définies au niveau de notre cube. On retrouve les verrous potentiellement de notre outline, les settings donc pour les informations, propriétés d'application, tout Pascal et autres, les statistiques, l'audit data, donc ça c'est une vision, on avait déjà une audit data avant dans SBAS, donc le SS audit où on avait deux fichiers, un fichier avec l'analyse ad hoc, le point de vue qui a été envoyé, et un fichier qui disait à telle ligne du précédent fichier, tel utilisateur a fait l'action à telle heure. L'audit data, c'est plus proche de ce que je fais l'audit data dans PBCS, c'est-à-dire qu'il vous montre l'ensemble du point de vue qui a été saisi, par qui, à quelle heure, quelle était l'ancienne valeur avant modification, quelle est la nouvelle valeur après modification. Donc c'est quand même pas mal. C'est quelque chose qui doit s'activer au niveau de l'application, donc c'est pas forcément activé par défaut. Et c'est intéressant, effectivement, quand vous avez des questions des utilisateurs qui vous demandent pourquoi tel chiffre est à tel endroit, ça vous permet de leur dire bah, c'est vous qui l'avez saisi et d'avoir le support derrière pour le prouver. Les partitions, alors petit changement des partitions, c'est que si on veut consulter une partition, on ne pourra pas la voir dans la source de la partition, mais si on se connecte, si on se met comme ça sur les propriétés de la cible de la partition, on pourra voir la partition. La configuration de la partition n'a pas changé. On a toujours une configuration avec quels sont les comptes qui se connectent à la source, à la cible. On a toujours quelles sont les zones, quels sont les mappings, toutes ces choses-là.
Les location alias, ça n'a pas non plus changé, qui sont utilisés donc par les Xread et les Xwrite. Et enfin, l'onglet Currency, si on utilise une base de données native, enfin, gérée par Sbase, pour les currency et pour la conversion de devises. Dans les jobs, on va retrouver les différents traitements qu'on peut lancer. Donc, si on veut lancer un traitement depuis cette interface JET, c'est ici qu'on va aller. Donc, dans les nouveaux jobs, on retrouve les éléments qu'on connaît déjà, chargement de structure, vider les données, vider les agrégations quand c'est des vues matérialisées dans des cubes ISO, exporter les données, export LCM et autres. Charger les données, lancer un calcul, tout est disponible ici. Donc, sur l'export de données, on retrouve par exemple les mêmes choses, hein. On peut toujours exporter toutes les données, le VL0, les niveaux d'entrée de données. On a l'export LCM, donc l'export LCM, c'est l'équivalent de ce que fait Shared Services en termes de transport. Donc l'objectif ici, c'est bien de transporter une application, ses objets, dans un LCM et de l'importer sur un autre environnement. Donc, effectivement, le transport d'objets, on peut passer par les fichiers, télécharger une DLR, télécharger un script de calcul, l'importer de l'autre côté via cet onglet Files. Néanmoins, si c'est toute une application ou si vous avez beaucoup d'objets à transporter, vous allez utiliser l'export LCM. C'est un petit peu moins ergonomique que ce que fait Shared Services, puisque quand on importe, on ne peut pas cocher ce qu'on veut importer. Par contre, on peut générer à côté de l'export LCM un fichier texte qui liste tous les artefacts qui sont exportés. Et on peut aller éditer ce fichier texte pour dire qu'est-ce qu'on va réimporter derrière. Donc, par exemple, ici, si je fais l'export LCM, on choisit une application, un nom de cube, un nom de zip, très classique. On peut exporter ou non les données. On peut exporter ou non euh, les objets qui sont au niveau serveur, donc notamment les variables de substitution qui seraient définies au niveau serveur. On justement peut générer un fichier texte qui correspond à la liste des objets qu'on va avoir dans notre zip pour pouvoir après faire de l'incrémental en chargement et lister, choisir dans ce fichier texte qui aurait été généré les objets qu'on veut réimporter. Et on peut exporter toutes les applications si on fait vraiment un export de toutes les applications du serveur. Donc c'est ici, quand on va vouloir lancer un traitement, qu'on pourra aller. Et on voit tous les traitements qui ont été lancés avec la possibilité d'aller voir le détail ou, option intéressante, de relancer un traitement qui a été lancé avec les mêmes paramètres que utilisés initialement. Dans les fichiers, on retrouve ce côté application, consolidation des mots qu'on a vu au niveau de nos cubes et de nos applications. On a également la galerie. Donc la galerie, c'est intéressant. C'est un endroit pour se former globalement, notamment au niveau des nouvelles fonctionnalités. Et ça fonctionne avec le Cube Designer. Donc vous avez ici un exemple de démo de Cube Designer. Si je le télécharge, en fait, vous avez tout le format, tous les éléments sont présents dans ce fichier Excel à générer via le Cube Designer. Voilà, donc vous avez ici toutes les informations sur vos cubes, les dimensions et autres. Et en README, vous avez tout un tutoriel pour pouvoir vous lancer dans l'exercice. Donc ça vous permet vraiment de tester la fonctionnalité sur un cas pratique et ensuite de l'adapter à vos besoins. Donc c'est très intéressant pour des nouvelles fonctionnalités qu'on ne maîtrise pas forcément. En plus de la doc, on a dans la galerie cette possibilité d'aller chercher des exemples de tutos. Shared, c'est un dossier partagé donc qui est visible par tout utilisateur qui a un accès SBase. Même s'il n'a pas forcément accès à un cube spécifiquement, s'il a un accès à SBase, il pourra, et qui peut se connecter notamment à cette interface, eh bien, il pourra aller dans ce dossier partagé. Et il n'y a pas de sécurité. Donc tout le monde a accès à tous les fichiers qui seraient déposés ici. On peut créer des arborescences de dossiers, mais néanmoins aucune sécurité. Et users, donc c'est ici que va être exporté notamment le LCM. Donc c'est un espace personnel qui n'est visible que de vous. Dans scénario, c'est là qu'on gère nos sandbox. Dans Security, donc cet onglet Security n'est disponible que si vous faites du SBase avec sécurité native, donc vous n'avez pas de brique Shared Services pour gérer la sécurité. Et c'est là qu'on va définir donc nos users, nos groupes et les différents rôles associés. Dans les sources, donc c'est la création de sources de connexion centralisées. Donc là où dans les DLR, il fallait définir dans chaque DLR une base, une requête SQL pour se connecter à une base, là, on peut tout centraliser ici. On retrouve beaucoup de SQL, donc du Oracle Database, du Spark, DB2, SQL Server et autres. On retrouve
du fichier, donc pour permettre de la chargement de fichiers. Et enfin, nouveauté, on retrouve du SBase. Donc ça veut dire que quand on va créer une connexion SBase, on va devoir définir une requête MDX. Cette requête MDX va vous extraire les données de votre cube source. Et après, on va pouvoir potentiellement réimporter le cube. Si on avait déjà pas mal de fonctionnalités de transfert de données au niveau d'SBase, ben, on en a une de plus. La console, donc c'est un endroit où on a différents éléments, hein, c'est assez varié. On retrouve notamment la possibilité, donc c'est un lien vers SmartView, mais la possibilité de télécharger le Cube Designer, la possibilité de télécharger les clients Maxell, par exemple, première chose. Pour les administrateurs SBase, on retrouve les sessions pour voir qui travaille, quels sont les traitements qui sont lancés à un instant T. Les databases statistiques pour avoir, bah, pour chacun de nos cubes SBase, quel est son volume. Le petit bémol, c'est que sur un cube ASO, on ne voit pas. Alors, il est bien listé, mais on ne voit pas cette courbe. Et on a bah, alors, le Performance Analyzer. Dans l'idée, c'est de donner des pistes d'optimisation aux administrateurs SBase, mais pour l'instant, pour moi, il y a encore beaucoup besoin de défricher l'information pour réussir à arriver à quelque chose d'utilisable. Donc c'est encore très brut. Voilà. Au niveau de l'académie, c'est des raccourcis vers la documentation Oracle. Et c'est aussi un élément intéressant, c'est que même quelqu'un qui a un accès sans être spécialement provisionné sur un cube SBase pourra accéder à cette académie et pourra aller s'auto-former sur SBase. Voilà globalement pour cette nouvelle interface JET. Et le dernier point que je ne vous ai pas montré, c'est l'outline. Donc on a vu que pour modifier la structure d'un cube, on pouvait passer par le Cube Designer, mais on a forcément la possibilité de le faire également via cette interface JET. Donc c'est au niveau du cube, au niveau ici des éléments qu'on va aller cliquer. On peut aller sur l'outline et donc il va nous ouvrir la structure de notre cube. Premier point intéressant, par défaut, la structure du cube n'est pas verrouillée en édition. Donc, vous voyez ici, vous avez un bouton pour aller la modifier, mais quand on l'ouvre, par défaut, elle est en lecture seule, ce qui est pas mal pour éviter de bloquer l'outline pour le voisin. Et après, on retrouve les grandes propriétés, les éléments qu'on a l'habitude, hein. On peut aller chercher un membre, on peut aller rajouter à droite un petit panneau pour aller donner des informations sur le membre qu'on a sélectionné. Donc vous retrouvez ici l'ID de membre qui n'est pas le code, hein, c'est le name qui est le code. Vous retrouvez le chemin, vous retrouvez les alias et autres. Vraiment, toutes les propriétés sont disponibles ici dans ce panneau à droite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ces informations-là en cliquant sur un membre en faisant inspect. Donc vous voyez ces différentes informations, alias et autres. Vous pouvez, ça c'est un raccourci vers ce qu'on vient de faire, vous pouvez même classer, donc vous avez tout ce qui est affiché là, comme propriété, vous pouvez aller choisir quelles sont les propriétés que vous souhaitez afficher ou non sur votre application et votre cube, donc ici. Et après on retrouve bah, l'accès à la formule de membre, on retrouve les propriétés de stockage, les types des dimensions, toutes les choses qu'on avait l'habitude de voir, tout y est. Et quand on part en édition, l'ajout d'un membre et la suppression et autres, tout se passe comme avant, hein. On fait un clic droit, on peut ajouter un enfant. Ici, ajouter un frère, on peut supprimer un membre. C'est comme avant. Globalement, on retrouve très vite ces marques sur cette outline et quand on a fini, on save et là, du coup, il va restructurer comme on a l'habitude. Globalement, on retrouve très vite ces marques sur la gestion des membres dans la outline. Le deuxième bémol globalement, qu'on a ici dans cette interface JET, c'est qu'on ne peut pas copier des membres d'une outline à une autre, hein. Quand on va ouvrir une outline, elle va être ouverte dans un onglet. Si on ouvre une deuxième outline, elle va être ouverte dans un deuxième onglet et les onglets ne communiquent pas entre eux. Donc vraiment, ça milite dans ce cas-là, si vous avez des structures de cubes qui sont similaires, que vous devez opérer les mêmes changements sur différents cubes, et ben là, c'est là que l'intérêt du Cube Designer devient encore plus évident. C'est de passer par le Cube Designer quand vous devez partager des structures entre différents cubes. Voilà globalement sur les points que je voulais vous présenter. Donc on a vu cette interface JET de façon plus détaillée. On a vu deux grandes possibilités de fonctionnalités qui seraient plutôt destinées à des utilisateurs. Donc le Cube Designer qui permettrait à des super utilisateurs de faire de l'administration dans Excel de nos cubes base et les sandbox qui permettent d'avoir des zones de travail privées pour les utilisateurs. Voilà pour la démo. Je vous remercie et à bientôt.